Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir ici au Sénégal et partout dans la diaspora via Internet. Aujourd'hui, votre émission L'élu du mois a l'honneur plaisir de recevoir M. Mamadou Diarra, qui est le maire de Pikine-Ouest. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, je voudrais enlever le M de Mamadou parce qu'on m'appelle à l'état civil Amadou Diarra, et je suis le maire de la commune de Pikine Nord, qui est la capitale donc du reste de Pikine. Voilà, donc sur ce, c'est avec ce grand monsieur que nous allons avoir un entretien pour essayer d'échanger avec lui sur les faits saillants de l'actualité politique nationale et internationale. Donc, monsieur le maire, pouvez-vous vous présenter un tout petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, très rapidement, je me nomme Amadou Diarra, je suis le maire de la commune de Pikine Nord. Je suis élu sur la liste Coalition Sopi. Je suis donc, depuis élève, membre du Parti démocratique sénégalais. Je ne l'ai jamais quitté une seule seconde. Et pour le restant de ma vie, je ne compte pas le quitter. Donc, que Dieu me préserve de la transhumance. Donc, cela suffit pour dire quelles sont mes convictions. Cela suffit également pour dire quel est mon engagement pour ma commune. J'ai été adjoint au maire dans cette commune avant d'en être le maire et d'être député aussi en 2007, élu par les populations pikinoises. J'étais sur la liste départementale. En 2012 également, j'ai été investi, mais je n'ai pas gagné. En 2009, j'ai été débarqué à la commune. Et en 2014, je suis revenu maire, toujours sous la bannière du PDS, sans transhumer. L'histoire retiendra que en 2009, tous les maires qui avaient quitté le pouvoir local, je suis le seul qui suis resté dans son parti et qui est devenu maire, qui est redevenu maire. Et de ce point de vue, pour moi, cela me fait décortiquer le message des Sénégalais et des Pikinois en particulier, qu'ils n'aiment pas la trahison, qu'ils n'aiment pas également la transhumance. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc en quelque sorte, je suis également consultant en décentralisation. Je suis militant panafricaniste. Je suis défenseur également et militant de la cause des enfants de la rue, des enfants déshérités, et militant des questions des droits humains. Mon mentor, mon leader en politique et dans la vie s'appelle Abdoulaye Wade. Je crois que c'est largement suffisant. Et du point de vue religieux, je suis musulman. Je suis Timokhala. Ça veut dire je suis nabien. Donc pour ceux qui me regardent, je crois que cela peut véritablement cerner la personnalité de l'homme Amadou Diarra. Et donc, c'est ce qui nous pousse tout juste pour entamer l'actualité politique. Et tout juste pour vous demander comment se porte le PDS ici au niveau de votre localité. Pour la localité strictement parlant de Pikine Nord, le PDS se porte très bien. Le PDS se porte excellemment parce que le PDS seul a gagné les élections locales, qui a gagné la coalition Benno Bokk Yakaar. Partout ailleurs à Pikine, je crois que le Benno Bokk Yakaar s'était éclaté aux élections locales, mais chez moi, ils se sont regroupés, ils se sont renforcés et malgré ça, nous les avons gagnés. Au référendum dans le département de Pikine, qui comporte 16 communes, toutes les 15 communes, c'est le oui du président Macky Sall qui a remporté. Sauf dans la commune de Pikine Nord, où c'est le non qui a remporté. Ça veut dire tout simplement l'opposition globalement et le PDS se portent très bien. Maintenant, quant au département de Pikine, je crois qu'il y a une attractivité au sein du PDS aujourd'hui qui fait que les militants bougent. Ceux qui étaient là sont encore là, d'autres viennent. Les mouvements karimistes pullulent. Ce qui manque simplement, c'est une organisation et une discipline pour aller vers l'essentiel. Donc, dans le département de Pikine, dans la localité, le PDS se porte. Mais donc, parlant toujours de Karim Wade, avec son retour annoncé pour le 15 janvier, et on vous a entendu une fois dire interdire Karim Wade de participer aux élections. Bon, vraiment, personne n'y pense. Qu'est-ce que vous nous en dites?
Oui, je n'ai pas dit personne n'y pense. Je sais que Macky Sall y pense, je sais que l'APR y pense, parce qu'ils ont une peur bleue, une forte peur bleue à l'endroit de Karim Wade par rapport à sa dimension, par rapport au sacrifice qu'il a enduré, par toute cette diabolisation portée sur son dos, sur sa personnalité, sur sa dignité, sur lui, sur son père, sur sa famille. Il l'a supporté dignement, avec honneur et avec élégance, ce qui lui a valu aujourd'hui l'estime des chefs religieux, notamment le Khalife général des Mourides, qui est son marabout, ce qui a valu au président Macky Sall de faire le tour du monde et d'annoncer sa libération. Lui qui avait juste refusé de le libérer, jusqu'à ce que la CEDEAO se prononce en faveur de Karim Wade, jusqu'à ce que le groupe de travail du Comité des droits de l'homme des Nations Unies se prononce en sa faveur et exigeant sa libération et son indemnisation, parce que son arrestation était une injustice. Et Macky Sall était obligé, en tant que président de la République, pour redorer son blason sur le plan international et préparer sa carrière internationale, il avait besoin, lui, d'enlever cette tâche Karim Wade, qui était une patate chaude pour lui. Je rappelle à ceux qui nous suivent que c'est à partir de Paris que le président de la République du Sénégal a annoncé la libération de Karim Wade avant décembre. C'est au Sénégal, à Touba et à Tivaouane, qu'il a annoncé que Karim Wade sortira avant la Korité. C'est toute l'importance de ce prisonnier pour qui sa libération est annoncée par le président de la République à Paris et chez les chefs religieux. Et ce candidat à qui on a fait son passeport diplomatique au sein de la prison, conduit par le directeur de la pénitence, de la prison, des pénitenciers, accompagné par le fils aîné du calife, cueilli par un jet privé pour aller au pays le plus liquide au monde qui est le Qatar. Je crois qu'avoir un tel candidat, les Sénégalais ont raison d'avoir sa nostalgie et de parler de son retour. Donc on lui a imposé l'exil forcé. Parce qu'ils ont une peur bleue en lui. Le président Macky Sall, je crois, a supplié ses amis et notamment ses marabouts pour qu'ils disparaissent un peu de la scène politique, juste pour un délai. Et je crois que ce délai-là est épuisé. Je soupçonne que c'était quelques 6 à 8 mois, que Macky Sall voudrait véritablement que cette envie, cette passion des Sénégalais à accueillir Karim dans les rues se dissipe pour pouvoir véritablement lui permettre de revenir au Sénégal et de rencontrer les Sénégalais au niveau de la diaspora. Cela démontre ce que je venais de dire, qu'ils ont effectivement une peur bleue et qu'ils voudraient certainement lui trouver d'autres tâches et d'autres contraintes pour l'empêcher de participer aux élections. Mais le réel politique veut qu'aujourd'hui, le faire, c'est vouloir plonger le Sénégal dans un chaos. Je crois que le PDS se prépare à cela. Nous nous sommes extrêmement déterminés pour ne pas permettre à Macky Sall ce qu'on n'a pas donné à Abdoulaye Wade. Je rappelle, le 23 juin, c'est des Sénégalais, une poignée de mains qui s'étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale. Plus que ça peut se rassembler, avec la même détermination, sinon plus, pour exiger véritablement la participation de Karim Wade aux élections, ou purement et simplement empêcher le président Macky Sall d'être candidat à sa propre succession. Donc vous pensez réellement que Karim Wade peut faire le choix? Déjà, je vous ai montré tout à l'heure dans ma description avec quelle dignité et quelle élégance, quelle hauteur Karim Wade a supporté toute cette calomnie envers sa personne, son emprisonnement. Il a été agressé en prison et principalement au tribunal. On lui accusait 4 000 milliards, finalement 2 500 milliards, finalement 1 000 milliards, finalement ce n'est même pas 117 milliards. Au FINUS, on a multiplié 39 milliards pour cumuler l'ensemble des biens de ses amis, Bourgi, Diassé et autres, pour lui porter ça sur le dos. Heureusement, le dernier jugement à Paris lui donne raison. Et je crois que crescendo, Karim Wade, sur le plan judiciaire, aura raison sur le régime de Macky Sall, qui a fini de dépenser énormément d'argent à travers ses avocats, à travers ses magistrats qui se sont sucrés sur le dos des Sénégalais
pour consommer des milliards d'argent qu'ils n'ont pas encore rendu compte. Et au FNUS, ils n'ont rien récolté. Je n'ai pas vu une loi de finances rectificative disant précisément voilà ce qu'on a pris sur Karim Wade, c'est ce qui a pu entrer comme tract de biens ou de finances provenant de Karim Wade. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils n'ont aucune raison d'empêcher Karim Wade de participer. Une épée de Damoclès, c'est en politique, mais en politique, je crois que c'est des rapports de force. Je disais tout à l'heure la détermination du PDS qui s'y prépare, mais nous, personnellement, en tant qu'Amadou Diarra, ici à Pékin et ailleurs, je crois que nous sommes en train de déployer une stratégie qui doit préparer les masses à véritablement être debout et faire face. Donc c'est une peine perdue que de vouloir tenter d'empêcher Karim Wade à être candidat aux élections, que ce soit législatives ou présidentielles. Donc restons toujours sur les élections législatives. Est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à une retrouvaille avec les fils de Maître Abdoulaye Wade, en l'occurrence Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Diop, Idrissa Seck, pour une coalition pour ces élections qui se dessinent à l'horizon? Et même avec Khalifa Sall. Mais fondamentalement, c'est la meilleure formule pour barrer la route au régime de Macky Sall. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas une gourmandise des partis politiques des uns des autres. Je m'adresse particulièrement au Parti démocratique sénégalais pour dire aux frères et sœurs du parti, à la direction, que vouloir être gourmand pour des positionnements sur des listes électorales législatives uniquement pour figurer, sans pour autant espérer gagner la machine de la majorité électorale, ce serait une aberration, ce serait une utopie. Aujourd'hui, force est de constater que c'est les coalitions qui font face à une coalition. Ce n'est pas un seul parti qui peut aller gagner. S'il peut figurer et avoir quelques dizaines de députés, je crois que ce n'est pas ça l'ambition du PDS. Ce n'est pas ça la solution de la crise sénégalaise. Pour solutionner la crise sénégalaise, il faudrait véritablement renverser ce régime. Et pour renverser ce régime, il faut dès à présent, en 2017, ne pas permettre à Macky Sall et à son Benno Bokk Yakaar d'avoir une majorité. C'est pourquoi le président Abdoulaye Wade doit revenir. Je pense très humblement qu'il est le seul à même de pouvoir rassembler sa famille, rassembler l'ensemble des fils du PDS, l'ensemble des enfants qu'il a eu à éduquer, à former, à formater, à aider à se voir, à se faire voir au niveau national et international, à avoir un carnet d'adresse, à avoir véritablement un cursus politique. Donc je réclame son retour, autant que d'autres, notamment Farba Senghor. Je le soutiens sur cette thèse que Wade doit revenir parce qu'il est le seul, vu sa dimension, vu son charisme, vu son âge, vu son militantisme encore pour la cause sénégalaise et de l'Afrique, à même véritablement avec véritablement toute la marque de sympathie que les autres et la respectabilité qu'ils ont envers lui. Je crois qu'il est la solution. C'est désolant, on devait pouvoir le laisser se reposer, mais c'est désolant de constater que le contexte actuel, avec des enfants qui sont grandis, qui sont devenus véritablement de grands taureaux, chacun veut marquer son territoire. Et je crois que dans cette dynamique, il faut de manière indélébile, de manière inéluctable, que Wade, père, soit le rassembleur qui véritablement appelle l'ensemble de ses troupes pour faire face à Macky Sall. Et la question de 2017, si elle est réglée, la question de 2019 le sera également. Parce que tout simplement, on aura une majorité pour légiférer, pour éliminer toutes ces juridictions inutiles qui reculent la démocratie sénégalaise, amnistier l'affaire de la CREI et permettre à tout candidat qui veut, notamment Karim Wade, à aller devant les Sénégalais pour demander leur électorat. Donc parlons aussi de la CREI, parce que les militants du PDS avaient l'habitude de dire que la CREI n'est là que pour le PDS. Mais actuellement, nous avons constaté que la CREI refait surface avec la mise en demeure de M. Djadjiba, pour ne pas le nommer, et de l'actuel directeur, de l'ancien directeur de l'urbanisme. Donc il n'y a pas que les politiciens qui sont ciblés. Oui, mais c'est des exemples qu'on peut donner avec Taïbou Ndiaye, avec l'autre, comment on dit, Djadji.
c'est des fonctionnaires, ils ne sont pas les seuls. La CRI, en réalité, était créée sous Diouf pour uniquement les fonctionnaires, pas pour les hommes politiques. Aujourd'hui, je le dis sans porter de gants, il y a beaucoup de Djadji, il y a beaucoup de Taïbou dans l'administration sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, un ministre, il n'est pas sage. Un ministre, il ne gère pas le trésor public. Un ministre, on ne peut pas le condamner sans qu'il y ait une complicité d'un fonctionnaire du trésor public. Ce n'est pas possible. Parce que c'est eux qui gèrent les deniers de l'État. S'il y a un dossier qui manque véritablement de consistance jusqu'à ce que ces fonds se libèrent et vont dans d'autres pays, cela veut dire tout simplement qu'il y a une complicité. Donc, l'objectif de la CRI, c'était juste pour éduquer ces fonctionnaires qui, avec leur salaire, devenaient des millionnaires et des milliardaires. Mais l'affaire Taïbou Ndiaye nous enseigne également et nous renseigne sur le comportement de ce régime. Comment un directeur de CADARS peut être condamné sans que son patron, qui signait les actes, notamment Amadouba, soit promu au poste de ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui gère le patrimoine de l'État, qui gère les terrains de l'État. C'est lui qui dit que lui, il connaît tout le patrimoine foncier de Macky Sall. Comment peut-on prendre son subalterne et le laisser et le promouvoir également? Ça, cela prouve tout simplement qu'il y a anguille sous roche. L'ACI, c'est l'acteur régime qui pense la réformer en parlant de CRIEF. Nous l'avons dit dès le début, que la CRI est une mauvaise juridiction d'exception qu'on ne doit pas utiliser contre des adversaires politiques. Ce n'est même pas galant, vraiment, véritablement, d'utiliser cette arme pour empêcher un adversaire de te défier. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si le président Macky Sall a l'audace politique et le courage politique nécessaire, s'il croit à ses réalisations et à sa force politique pour pouvoir prétendre mesurer le fils d'Abdoulaye Wade, il n'a qu'à aller sur le ring avec lui. Gagner Karim Wade lui donne plus d'honneur que d'empêcher Karim Wade de se mesurer à lui. Il n'a qu'à tenter le test. Il n'a qu'à tenter le test. Donc, que ce soit la CRI, je disais tout à l'heure qu'il pense l'empêcher à participer à l'élection présidentielle. Et justement, s'il suit vos conseils, il va se mesurer à lui. Nous n'attendons que ça. Et le Sénégal en sortira grandi. La démocratie sénégalaise également. Et lui, même s'il est vaincu, il en sortira grandi. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, le mandat des députés tire à sa fin et on nous parle d'éventuels reports pour la date des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas possible. Si on prend la jurisprudence du mandat du président actuel, qui a voulu, si on se réfère au dire, diminuer son mandat de 7 à 5 ans, en consultant le Conseil constitutionnel, le Conseil, selon toujours Macky Sall, lui aurait intimé l'ordre ou bien avait pris la décision irréductible de ne pas toucher le mandat. C'est-à-dire un mandat, on ne le touche pas, ni diminuer, ni augmenter. Et l'APR et toute sa machine avait dit orbi urbi partout, sur tous les trois, que c'est la décision du Conseil constitutionnel, on doit l'appliquer. Ça veut dire, si le mandat du président Macky Sall ne peut pas être diminué, il ne peut pas être augmenté. On est d'accord? Ça veut dire aussi, le mandat des députés ne peut ni être diminué, ni peut être prolongé. Donc on est obligé, qu'il pleuve ou qu'il neige, de ne pas prolonger le mandat des députés. Ça veut dire quoi? Au-delà de 30, le 2, ce sera un dimanche. On aura samedi et dimanche pour faire l'élection présidentielle. On va battre campagne de législative pendant que les députés sont encore des députés. Et le 2, après l'élection des députés, la liste sera connue. Et en ce moment, la liste victorieuse. Et en ce moment, ces députés se prépareront à être installés pour pouvoir remplacer l'actuelle Assemblée nationale. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, les élections législatives auront lieu le 2 juillet 2017. Je dis bien, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et qui tentera
de prolonger cette date-là, ce mandat de député-là, aura tous les Sénégalais devant l'Assemblée nationale et probablement devant le Palais de la République. Ça va être peut-être le 1er juillet bis, mais je vous dis très sincèrement que ce combat en vaut la peine. Parce que la dimension de Abdoulaye Wade n'est pas mesurable à la dimension de Macky Sall. Abdoulaye Wade a voulu tout simplement proposer à son Assemblée nationale, à travers un projet de loi, une loi de ticket présidentiel. Comme au Nigeria, comme en Gambie, comme en Amérique, toute l'Amérique du Sud, c'est des tickets présidentiels. Même aux États-Unis, un président, un vice-président. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? L'opposition, dont Macky Sall, s'était rebellée et devant l'Assemblée nationale, ont empêché des députés de légiférer. Qui avait fait ça? C'était des Burkinabés ou des Maliens? C'est des Sénégalais qui l'avaient fait. Nous sommes-nous pas des Sénégalais? N'ayons pas ce même courage et cette même détermination à faire respecter la justice et la démocratie? On ne doit pas toucher au mandat des députés. Donc, c'est un appel que je lance. Quitte à ce que je sois arrêté, je demande aux Sénégalais d'être vigilants et d'être prêts. De ne pas accepter qu'on prolonge le mandat des députés. J'alerte et j'avertis. Je sensibilise. Je demande aux gens d'être prêts à se mobiliser. Et le régime est très fort. Chaque fois qu'il est dans une dynamique de prendre une loi impopulaire, il le fait à la veille d'un Magal, de la Korité, de la Tabaski, d'un grand combat de lutte qui capte la concentration et l'attention des Sénégalais pour faire passer ces lois-là. Je demande aux Sénégalais d'être vigilants. Ce jour-là, même si c'est à la veille de la Korité, que les gens véritablement se mobilisent comme un seul homme. Et partout au Sénégal, dans tous les 45 départements, que les gens sortent et manifestent pour dire non à cette forfaiture. Donc, j'avertis. Voilà. Maintenant, sur l'augmentation des nombres de députés, qui passe de 150 à 165, au vu de la situation actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce que j'en pense, je crois que c'est à 2 à 3 angles que je vais l'aborder. La première chose que je voulais dire sur cet aspect, c'est que les Sénégalais n'ont rien à dire. Le président Macky Sall, sur cette question, peut faire ce que lui semble. Parce qu'il avait annoncé dans le référendum et il a obtenu un oui massif. Donc il peut créer des députés de la diaspora, des députés dédiés à la diaspora. Il a la latitude de le faire. D'accord? Donc il peut se le permettre. C'est les Sénégalais qui lui ont donné ce pouvoir. S'ils avaient voté non, aujourd'hui, cette question ne se poserait pas à l'ordre du jour, premièrement. Deuxièmement, il avait parlé de 10 députés. Donc l'opinion avait retenu une augmentation de 10. Au FUNUS, on en a 15. Ça veut dire, dans la conscience de Macky Sall, il fait ce qu'il veut. Les gens en débattent et puis ça passe. Ça, c'est des tentatives vers une dictature. Quand tu te dis, voilà, les Sénégalais, ils ne font que parler, ils n'agissent jamais, ils ne sortiront jamais dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des plateaux, ils font des débats. Seneweb Actu va interroger Amadou Diarra, il va dire ce qu'il veut, et puis bon, on passe. De toute façon, ça passe. Macky Sall, il est habitué aux faits. Sous Wade, je peux vous annoncer aussi, ici, sur Seneweb Actu, que c'est Macky Sall qui avait convaincu Abdoulaye Wade à créer le Sénat. Parce qu'il y avait un problème après les législatives. Il voulait caser véritablement de la clientèle politique. Il avait dit, on va le faire. Il nous a reçus dans des rencontres politiques pour dire, écoutez, le problème sera réglé, on va créer un Sénat. Ça, ce n'est pas une révélation, hein. Ce n'est pas un scoop. C'est Macky Sall qui est adepte de création d'institutions politiques budgétivores pour tout simplement, voilà, caser de la clientèle politique. Et souvent,
dans son esprit, il le fait, les gens parlent et puis on passe. Regardez, lorsqu'il supprimait le Sénat, il y avait une pétition terrible, hein, juste à son avènement. Il y avait le Y en a marre qui était encore fort. Hein. Tout le monde voulait de la suppression du Sénat. Il avait supprimé, malgré lui. Et coûte que coûte, il fallait faire revenir le Sénat. Faire porter un autre boubou, maquillé, qu'on appelle aujourd'hui au Conseil des collectivités territoriales. Ces deux institutions parlementaires qu'il voulait. Parce que dans sa campagne, le président Macky Sall avait dit à Moustapha Niasse, je te donne la présidence de l'Assemblée nationale. L'autre, c'est chat, hein? Moustapha Niasse et Tanor. Je rappelle que Tanor était député. Il était sur la liste de Mbour. Il a gagné. Mais lorsqu'il a su que finalement c'est Moustapha Niasse qui devrait être le président de l'Assemblée nationale, il a démissionné de sa fonction de député pour garder sa fonction de maire de Nguyen. Parce que tout simplement, renoncer au dirigisme de Moustapha Niasse sur sa personnalité, compte tenu de leur crise entre ces deux personnalités-là, vaut plus que de garder son poste de député honorable. C'est pourquoi Macky Sall, comprenant la situation des deux personnalités, deux alliés de deux grands partis, il avait proposé à Ousmane Tanor Dieng de prendre le Sénat. On allait vers des élections sénatoriales et on a renvoyé ça. Il fallait préparer la création d'un Sénabus. Et personne n'a été surpris pour le Haut Conseil des collectivités locales qui a le même budget. Vous avez vu les hauts conseils, ils sont en écharpe verte, jaune, rouge, pas en ceinturon comme les maires, mais comme les députés, c'est le porte. C'est ce bicaméralisme-là qui se reflète dans leur tendance politique entre les deux personnalités qui dirigent ces deux chambres. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Macky Sall est habitué des faits de la création d'institutions budgétivores. C'est pour revenir surtout sur la question des 15 députés. Vous imaginez, le Sénat, lorsqu'on l'a supprimé, c'était 7 milliards de budget. Aujourd'hui, c'est près de 10 milliards. Le Haut Conseil des collectivités locales vient avec 8 milliards. Et les 15 députés, c'est plus de 6 milliards pour leur fonctionnement. Parce que vous ne pouvez pas payer un député d'Italie, d'États-Unis ou en tout cas de la diaspora le même salaire qu'un député tout court sénégalais. Parce que le train de vie n'est pas le même. Les billets d'avion, pour le député sénégalais, on donne du carburant. 250 litres si tu es un député simple, 1000 litres si tu as un rang de ministre. 1000 litres par mois. Mais quelqu'un qui prend l'avion, tu ne peux pas lui donner du carburant. Tu ne peux pas lui donner également des bons de kérosène. Qu'est-ce que tu lui donnes? Un bon salaire qui lui permet de voyager, de venir siéger en commission spécialisée quand il est nécessaire, d'aller en plénière défendre la diaspora quand il est nécessaire, mais aussi de consulter la diaspora quand il est nécessaire. Donc c'est des va-et-vient à n'en plus finir. Les spécialistes ont fini d'estimer le budget qui doit faire fonctionner 15 députés de la diaspora à plus de 6 milliards. Et le président Macky Sall le fait. Ça veut dire quoi? C'est une autre institution, les députés de la diaspora. Comme le Haut Conseil, comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil économique, social et environnemental. Parce que leur budget de fonctionnement équivaut effectivement à une institution parlementaire ou une institution de Conseil économique et social. Pour la répartition des députés dans les régions ou dans les départements, c'est un décret présidentiel qui le fait. Et les critères de répartition sont basés sur la démographie. Pikine, 6 députés, département de Dakar, 7 députés, Thiès, 2, selon les populations, globalement. Mais pour la répartition des 15 députés de la diaspora, cela n'est pas calé sous du prorata de la démographie. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est des députés et des députés. La répartition dans les départements de la diaspora devrait être la même chose quand un pays a, par exemple, 3 millions de Sénégalais, voilà, on lui colle un quota. Mais avec le décret actuel, c'est sur la base de l'électorat.
des départements de la diaspora qu'on leur a collé 2 ou 1 ou 3. Vous voyez cette aberration? La clé de répartition doit être unique. Ce qui veut dire tout simplement, l'opposition a raison d'ester en justice. Parce que les députés sénégalais, c'est des députés sénégalais. La clé de répartition doit être uniforme, mais ne doit pas être taillée sur l'électorat que le régime compte gagner. Par exemple, pour la France, c'est 2 députés. 2 députés de la France. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 40 000 électeurs. Ils disent dans l'exposé des motifs, pour une zone, un département de la diaspora qui a 40 000 électeurs, on te donne 2 députés. Et que dans toute la diaspora, il n'y a que la France qui a 40 000 électeurs. Mieux valait dire tout simplement pour la France, c'est 2 députés, sans pour autant parler d'électorat. Donc c'est une aberration. Pour le ministre de l'Intérieur, pour revenir à votre question, si vous pouvez me la rappeler. C'est-à-dire, il s'est prononcé comme quoi il souhaite, ils sont dans les dispositions d'inscrire au moins 4 millions d'électeurs d'ici avril. D'ici avril. Est-ce réaliste ou illusoire? Oui, je crois que ce n'est même pas ambitieux pour une démocratie. Aujourd'hui, on devait rendre automatique la carte d'électeur. C'est-à-dire, on devait dire, on fait des cartes d'identité nationale pour tout Sénégalais âgé de 18 ans. Et on vote avec ça. C'est là où on peut juger de la légitimité d'un pouvoir en place. Mais le président Macky Sall ne le fera pas. Pourquoi? Pour la même raison qu'il a voulu faire cette refonte. Pour cette même raison, il ne le fera pas. La raison, c'est quoi? Le président Macky Sall a compris, après les résultats du référendum, qu'il y a un stock, pas mort, mais qui ne s'est pas prononcé, qui s'est abstenu. Plus un stock qui a dit non, face à un stock qui a dit oui. Il a compris qu'il a mobilisé tout son stock favorable au oui. Donc toute la majorité présidentielle a mobilisé ses électeurs. Et ils ont voté oui. Et ils ont dépassé de peu le stock de non. Plus le stock dormant, indécis, qui un jour, s'il se lève pour se ranger vers le régime, vers le non, il est cuit. Qu'est-ce qu'il dit? Comme les Wolofs disent, dina maté, mbadou maté, boul jox sa loxo. Il faut éradiquer ce stock-là pour éviter un jour, avec la conjoncture, que ce stock se lève pour faire la différence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rayer ce stock, permettre une réinscription, mobiliser le maximum de ses partisans pour être majoritaire dans le fichier actuel qui est en construction. Et pour ça, si c'est 4 millions, s'il a 2 millions ou 2 millions et quelques, il peut s'assurer sa réélection. Voilà ce qui est dans la tête du président Macky Sall et de ses penseurs. Je suis là dans mon bureau à Pékin pour, sans être véritablement un prophète en politique, mais capable de détecter cela. C'est pourquoi je dis tout simplement que le président Macky Sall n'est pas ambitieux pour ce pays-là. Il ne travaille pas pour la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux Sénégalais de faire la croix et la bannière pour s'inscrire, pour dépasser les 5 millions. Si on veut véritablement créer cette épée de Damoclès qui éduque un régime, pour être un contre-pouvoir, pour que ce régime-là puisse travailler pour l'intérêt des Sénégalais. Même pas pour le renverser, mais pour créer juste cette psychose de « je dois faire plaisir à cette majorité électorale-là. Je dois travailler pour l'intérêt patriotique de ce pays-là. Parce que sinon, ces gens-là, ils peuvent se lever pour voter contre moi. Je dois me baser sur mon bilan de réalisation, contenter les Sénégalais pour que cette majorité que je ne peux pas qualifier, qu'elle est avec moi ou pas, puisse se satisfaire de mes résultats. Sinon, on tend vers la dictature. 4 millions, il l'ambitionne, il va atteindre peut-être 3 millions, il va arrêter les résultats, on va dire, écoutez, on ne s'inscrit plus, voilà, il calcule selon les tests dont il est spécialiste, pour dire tout simplement, j'ai une majorité électorale dans le grenier actuel. Donc je fais ce que je veux. Je m'assure toutes les élections et c'est une rampe vers la dictature.
pour tout sociologue, pour tout analyste sérieux, pour un patriote qui aime ce pays-là, tu n'as pas intérêt qu'une minorité de Sénégalais s'inscrivent. Donc 4 millions, vraiment ce n'est pas de l'ambition. J'ai été véritablement sidéré de l'entendre projeter ou perspectiver, si je peux utiliser ce néologisme, vers 4 millions d'électeurs pour élire un président qui doit être légitime pour diriger 13 millions de Sénégalais. Il pouvait parler de 8 millions ou de 7 millions, mais 4 millions, ce n'est pas de l'ambition. Bon, parce qu'à ce rythme aussi, il y a le doute qui s'impose. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, au niveau des commissions, la machine est en panne, l'appareil ne fonctionne pas. Donc à ce rythme, vous ne pensez pas que ça peut porter préjudice? Mais c'est fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que, justement, qu'on n'atteigne pas un certain nombre d'électorats dans le grenier du fichier électoral. Il l'a fait exprès. On ne peut pas douter de ça, de la stratégie du régime en place. C'est avoir peu d'électeurs, engager le maximum, assurer le maximum et se faire élire dans ce fichier. Les autres Sénégalais comme toi, tu ne t'es pas encore inscrit, j'imagine. Le caméraman ne s'est pas encore inscrit. Vous allez attendre d'ici avril, on clôture. Vous êtes là, vous n'avez pas de mots à dire dans ce qui se passe dans la gouvernance de ce pays. Ceux qui y seront majoritairement contrôlés par cette machine de la majorité qui les a mobilisés à travers des commissions logées à la présidence, chez un responsable de chef de quartier ou bien chez un responsable à pair ou en cachette pour pouvoir avoir la majorité. Donc si l'opposition n'est pas consciente de cette bataille dans le processus électoral à l'état actuel des inscriptions pour faire inscrire le maximum de Sénégalais afin de dépasser les 4 ou 5 millions, je crois que la guerre sera perdue d'avance. C'est pourquoi nous devons tous organiser des journées d'action, d'inscription massive pour élire véritablement un candidat de l'opposition. Moi, j'ai dit, j'aime Karim. J'aime Karim. Ce n'est pas une déclaration d'amour. J'aime, le J signifie journée. Le A de j'aime signifie action. Le I de j'aime signifie inscription. Le M de j'aime signifie massive. Le E de j'aime signifie élire. Journée d'action, d'inscription massive pour élire qui? Karim. Si vous rassemblez le tout, ça signifie j'aime Karim. Si tous les ans du PDS, les mouvements karimistes s'organisent pour chaque jour, organiser des journées d'action, d'inscription massive pour élire Karim, je suis sûr qu'on va dépasser le gap de 4 millions. Parce qu'il y a combien de Sénégalais d'ici et de la diaspora qui sont en train de manifester une sympathie vers Karim. Si les gens de Idriss Seck le font, les gens de Malick Gakou le font, les gens de Abdoul Mbaye le font, les gens de Pape Diop le font, je suis sûr que parmi les Sénégalais, on dépassera les 5 millions. Sinon, on laissera Macky Sall avec son Abdoulaye Daouda Diallo formater des blocages, des pannes de machines. On le dit, on fait des déclarations de presse sans être rigoureusement dans une dynamique oppositionnelle exiger le droit d'avoir des machines normales, des machines capables d'inscrire plus de 100 ou 200 personnes par jour, parce que les Sénégalais font toujours de la queue. Les Sénégalais ont envie d'avoir leur pièce d'identité, ne serait-ce que la pièce d'identité de la CEDEAO. Ensuite, ont besoin de détenir leur carte d'électeur pour pouvoir dire leur mot aux prochaines joutes électorales. Les gens essaient de le faire, malgré avoir utilisé les deniers publics de l'État pour lancer un marché de gré à gré, plus de 50 milliards, et d'empêcher aux Sénégalais de s'inscrire et d'avoir cette carte d'électeur, et même en leur menaçant de payer prochainement, alors que vous ne leur permettez pas une facilité de s'inscrire. Ce n'est pas une justice, c'est une dictature. C'est pourquoi je lance toujours un appel aux Sénégalais de comprendre que Macky Sall, avec surtout ses affiches, je crois qu'il s'est prononcé aujourd'hui pour voir que trop c'est trop, parce que le régime, les penseurs du palais, je dis bien les penseurs qui entourent le président Macky Sall, ce sont des gens que je connais. Je ne les connais pas physiquement, je les connais par rapport aux détecteurs que j'organise tout le temps dans les actes qu'ils posent, par rapport à la connexion des réseaux qu'ils ont, par rapport à leur campagne de neutraliser et de mater la presse. Je peux citer Abdou Latif Coulibaly, je peux citer Yakham Mbaye, je peux citer Souleymane Jules Diop, je peux citer Alioune Fall, je peux citer tous les journalistes qui étaient là, voilà, entre guillemets, défenseurs d'une opinion
juste société civile qui aujourd'hui ont changé de veste. Parce que tout simplement, il veut gérer avec la communication. Abdel Coulibaly m'avait dit, Wade n'est pas intelligent. Je dis, pourquoi? Il me dit, avec les journalistes, ils n'ont pas de frontières. S'ils ne sont pas là, ils sont dans la presse en ligne, ou bien ils sont en Gambie ou ailleurs pour faire le travail de journalisme. Avec la presse, il y a deux choses, tolérer ou corrompre. Quand un journaliste de la trempe d'Abdou Latif Coulibaly a ce credo-là, que le président Abdoulaye devait corrompre ou tolérer la presse, aujourd'hui, s'il conseille Macky Sall et que tous ces gens changent leur veste, ça veut dire qu'ils ont utilisé la corruption. Et pour Walfadjri, par exemple, ils ont utilisé la tolérance. Laissons Walfadjri. Il est incorruptible, on le laisse. Mais TFM, par exemple, je le dis parce que je mène un combat contre ces médias aussi. La TFM, aujourd'hui, j'espère que vous n'allez pas faire de la solidarité de corporation pour couper ce que je suis en train de dire. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la TFM n'honore pas la presse privée parce que tout simplement, c'est une presse de pouvoir. Regardez certaines émissions. On permet à tous des gens qui tirent sur le PDS, qui est aujourd'hui dans l'opposition. Et malgré ça, on organise des débats de conscience avec un Bouba Ndour qui prépare son grand frère, avec le tordu là, je ne sais même pas, je sais plus, c'est celui qui est comme un cochon là, Birima, et pour tirer tout le temps sur le PDS. Jamais pendant cette période, quelqu'un pour riposter. Ce n'est pas ces genres de débats que le ACR laisse passer. On dirait qu'il n'y a pas de régulation de la presse, parce que sans les gens réagissent. Pour cette telle émission, je crois que c'est de la propagande digne de Mobutu, digne de Mugabe, digne des grandes dictatures. Aujourd'hui, c'est ce que Macky Sall fait. Autrement, sans le dire, je dis encore une fois, il tend vers une dictature rampante. Et si on ne l'arrête pas, si on ne lui montre pas qu'au-delà des discours d'opposants, qu'au discours de presse, on est capable de se mobiliser et de donner notre vie pour dire non, pas à sa gestion. Il est élu. Il n'a qu'à gérer ce pays. Il gère les deniers publics. On lui vote un budget de 12 milliards de fonds publics. Ce n'est pas suffisant. On lui donne un budget de 3 000 et quelques milliards pour gérer tout le budget de fonctionnement de l'ensemble de ses ministres, de multitudes de ministres conseillers qu'il a élus, qu'il a nommés autour de lui. Mais ok, ça ne suffit pas. Et malgré ça, il nous empêche d'avoir ce qui est de droit reconnu aux Sénégalais. C'est-à-dire le droit d'avoir une pièce d'identité. Malgré un marché donné. Comment? Gré à gré. Il fait ce qu'il veut. Regardez ce qui se passe avec le terre. Un marché déclaré pour 35 km à plus de 500 milliards. Alors que Dakar-Diamniadio fait plus de 50 km. Ça veut dire, le gap qui reste, c'est combien? Est-ce qu'il ose dire que c'est 900 milliards qu'il donne à une société française? Et il le déclare à Paris. Il va les tirer du trou. Mais comment il a laissé la société turque qui était beaucoup plus moins 10 ans? Face à tout ça, personne ne dit rien. Plus de 30 milliards pour la réfection du building administratif. On peut être moins 10 ans et ne pas, par exemple, promouvoir la qualité. Mais non, mais attends. Eux, ils ont dit clairement qu'en termes de qualité, ils sont meilleurs que cette société qui est en genoux. En fait, c'est une question de choix. Déjà, ce marché-là a été bloqué par l'ARTP. Aujourd'hui, l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, à partir d'ici, je ne suis pas qualifié pour faire des options de qualité. Mais c'est à eux de demander, de faire le besoin, de faire la commande. Moi, je ne suis pas ordonnateur. Qui est ordonnateur? C'est l'État du Sénégal. Donc, s'il fait le choix sur plus de 900 milliards pour le terre, alors que les Turcs peuvent le faire en moins que cela. Laissons ce côté-là. Regardez le pétrole. Regardez le pétrole. Comment un journaliste peut être aujourd'hui actionnaire et revendre tous ses acquis à travers des décrets et se retirer? Aujourd'hui, on le nomme ailleurs pour conseiller, toujours dans le milieu. À son petit frère, de même père et de même mère. Okay. Regardez ce qui se passe au niveau du ministère de l'hydraulique. Le gendre qui est là-bas. Le frère de la première dame. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Et quand je dis il faut que les Sénégalais se lèvent,
Ce n'est pas parce que tout simplement je suis contre le régime de Macky Sall. C'est parce qu'il y a des faits, des signaux qui montrent qu'il fait du je m'en foutisme. Le pourquoi des Sénégalais étaient morts le 23 juin, le pourquoi des Sénégalais s'étaient levés, des fonctionnaires, des magistrats, des hommes dignes, des journalistes s'étaient levés pour dire non à Wade. Parce que tout simplement, il a proposé une forme de gouvernance de la présidence de la République. Tout court. On dit ne touche pas à notre constitution, on est prêt à mourir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez le centre Abdou Diouf. Quel Sénégalais organise des manifestations là-bas? La fréquence de l'utilisation, est-ce que c'est une priorité? Et le monument de la Renaissance aussi est là, et on n'organise pas de manifestations. Ah non, pas aujourd'hui. Combien de chaînes de télévision organisent leurs émissions là-bas aujourd'hui? Mais ça, c'est récent. Oui, justement. C'est cette vision-là que le président Abdoulaye Wade avait. C'est cette même opposition qui disait des questions de priorité. Pourquoi un monument de la Renaissance? Ce sont ces gens-là qui sont venus, qui ont pris le décret et qui ont nommé des gens pour gérer ça. Qui ont nommé le conseil d'administration, qui ont nommé le directeur qui gère et qui le fait fonctionner et qui vote un budget à l'Assemblée nationale pour alimenter le fonctionnement de cette institution. Et pourtant, il avait l'habitude de le casser, de le démolir pour en faire une demande sociale. Mais c'était de la propagande politique. Cette même critique, je la leur lance. Comment peut-on faire une priorité de plus de 50 milliards pour une salle? Alors qu'on a le Méridien Président, on a le Grand Théâtre, on a n'importe où faire véritablement de grandes conférences. On a la connectivité ici à Dakar. Pourquoi à Diamniadio? Pourquoi? Ce n'était pas une priorité. Je ne parle pas de l'affaire ArcelorMittal où l'État actuel du Sénégal renonce entre 2000 et quelques milliards à 75 milliards. Ce gap, cette différence, entrer dans le cadre de la négociation du ministre des Mines. Mais ça pose problème. Ça ne vous dérange pas de comprendre les gens par la négociation renoncent comme ça, de manière simple, à avoir, après jugement d'un tribunal, 2000 milliards pour l'État du Sénégal. Pour une société qui avait promis mot et merveille et qui ne l'a pas fait. On le condamne, tu viens, tu négocies avec lui, il donne 75 milliards. Et il a fallu que le président Abdoulaye Wade dénonce ça pour qu'il y ait une loi de finances rectificative qui absorbe les 40 milliards et progressivement pour se régulariser. On est là, personne n'en parle. Il y a aujourd'hui du je m'en foutisme dans ce pays-là. Et si les Sénégalais continuent comme ça, il y aura un désordre. Les Sénégalais se lèveront un jour pour régler le problème. Ça commence. Vous avez vu des Sénégalais qui égorgent. Vous avez vu des Sénégalais qui tuent aujourd'hui. Jusqu'à ce que la question de la peine de mort refasse surface. Il est extrêmement dangereux. Donc, pour moi, que ce soit l'opposition ou la société civile, en tout cas les Sénégalais pour le contrôle citoyen, il faudrait un électorat fort, immense, monstre, pour être une épée de Damoclès pour tout gouvernant. Même si Karim vient demain ou c'est moi qui deviens président de la République, nous aurons cette épée de Damoclès de cet électorat-là, non manipulable, des gens indécis, qui ont leur pièce d'identité et qui peuvent, du jour au lendemain, s'ils ne sont pas contents, de se lever pour dire non. Je donne mon exemple. En 2009, j'ai quitté cette mairie. En 2012, le PDS, mon parti, est tombé. Je n'ai plus de président de la République, je n'ai plus de fonds politiques, je n'ai plus de ministre, ni de directeur de société. J'étais seul. Je n'ai pas bâti campagne. Je n'ai pas fait de caravane. Je n'ai pas commandé un seul t-shirt ou une seule casquette. Et je suis redevenu maire. Pourquoi? Parce que les gens de Pikine ont compris la différence. Et c'est l'électorat qui était là, qui s'est levé pour dire, c'est ce monsieur-là qu'on veut faire maire. Il n'a pas besoin de nous soudoyer de l'argent. Parce que tout simplement, ils apprécient et ils décident. Le peuple sénégalais doit aussi être des gens inscrits à qui on permet d'avoir accès à leur carte d'identité et leur carte d'électeur pour pouvoir dire, si rien ne leur chante, voilà, on sanctionne positivement ou négativement. Si ces résultats sont bons, regardez ce qui se passe aujourd'hui ici. Un stade réfectionné mérite-t-il, lorsqu'il est construit tout neuf, avec gazon synthétique, tous les matchs se faisaient ici, jusqu'à 3 h du matin, avec des projecteurs comme le jour. C'est ce stade-là que le président Macky Sall a rénové en y ajoutant une tribune. Et du temps de Wade, même le ministre du Sport, je ne parle même pas du Premier ministre, n'était venu inaugurer le stade construit. Mais aujourd'hui, rénové,
c'est le président Macky Sall qui vient l'inaugurer. C'est parce qu'il y a des relents politiques. C'est vous qui le dites. Comment peut-on rénover un stade et venir en tant que président de la République l'inaugurer? Moi, je m'attendais à ce qu'un président Macky Sall, par exemple, détruise tout le stade, reconstruise le stade et le mette peut-être en R+2 avec beaucoup d'autres infrastructures à l'interne, avec de la polyvalence pour d'autres catégories de sport et dire voilà ma vision d'un stade pour Pikine. Je viens l'inaugurer avec justement des modules, mais juste rénover, des tapis, une tribune. Et c'est moi, président de la République, qui fait le déplacement, mobilise les gens, qui perturbe, on désencombre, on empêche à des pères de famille ou des mères de famille qui gagnaient la dépense quotidienne sur les routes, on les déguerpit tous. Tous. Depuis une semaine, ils ne vendent plus. Pourquoi? On coupe tous les arbres parce que le président passe pour venir inaugurer. Regardez tous ces inconvénients posés aux Pikinois. Cela ne le mérite pas. Il va en profiter pour faire une pose de première pierre dans la grande mosquée de Pikine, qui se trouve dans ma commune. C'est hier nuit que j'ai reçu un carton d'invitation. C'est républicain ça. C'est ça la patrie avant le parti. La manifestation devait se tenir hier. On l'a renvoyée pour aujourd'hui. C'est hier à 22h que j'ai reçu ici des mains du maire de la ville qui s'est déplacé pour venir me dire, écoutez, on s'excuse, voilà votre carton d'invitation. Vous croyez que c'est sérieux dans une république? Alors qu'en tant qu'autorité municipale, c'est moi qui devrais accueillir le président de la République. Et vous allez l'accueillir quand même? Je ne sais pas ce que je fais. Pour la mosquée, parce que c'est dans ma commune, parce que j'ai d'excellents rapports avec les imams qui sont là-bas et la commission qui est là-bas, j'y serai. Pour le stade, certainement je vais déchirer le carton d'invitation parce que ce n'est pas de la respectabilité. On ne peut pas, à la veille d'une manifestation aussi importante que l'arrivée du président de la République, moi je suis assez galant. Lors de la pose de première pierre de l'arène nationale dans ma commune, et je l'ai accueilli, j'ai mobilisé mes gens. Il y a des militants même qui refusaient de porter un t-shirt avec l'effigie de Macky Sall. Je les ai forcés de le porter pour leur dire que la différence c'est quoi? C'est pas le président, c'est pas le président de l'APR, mais c'est le président de la République. Et j'ai conscientisé ces gens-là pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, regardez tout ce bruit. Pour accueillir quelqu'un, combien de millions on a sorti? Combien de millions pour donner aux élèves, aux petits-enfants, des t-shirts, des casquettes pour crier Macky? Il passe. C'est pas ça. Aujourd'hui, après Pikine, il va trouver d'autres prétextes pour aller à Mbour, pour aller à Thiès, parce que pendant 4 mois d'ici les législatives, il va faire le terrain avant la campagne. Je connais la pensée des penseurs de Macky Sall. Donc c'est une campagne déguisée à vous entendre? Fondamentalement. Mais c'est le gâchis de l'argent public qu'il ne nous avait pas promis. Cette rupture dans la gestion vertueuse là. C'est ça qui m'écoeure. Ce n'est pas parce que je suis encore contre Macky Sall. C'est parce que tout simplement ce qu'il nous dit et ce qu'il fait, ça pose problème. Il y a des kilomètres de distance. Mais donc, pour revenir à l'actualité nationale, Bamba Fall placé sous mandat de dépôt, Barthélémy Diaz devrait répondre le 25 de ce mois sur le meurtre de Ndiaga Diouf. Vous, en tant que maire et en tant qu'opposant, si je puis m'exprimer ainsi, quelle est la lecture que pouvez nous faire de cette situation? Mais j'aurais aimé, je ne sais pas, quand vous passerez l'émission, j'ose espérer peut-être vous ferez avec vos techniciens des montages pour montrer le président Macky Sall dire son point de vue sur Barthélémy Diaz. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas lui. Ensuite, ce même Barthélémy Diaz, lui, chef de la majorité Benno Bokk Yakaar, le met sur sa liste pour en faire un député alors qu'il était en prison. Alors qu'il savait qu'il y a une justice en cours. Le fait de prendre celui-là, aujourd'hui qu'on accuse, qu'eux accusent, pendant ce temps, il voulait en faire un honorable député, un tueur. Si c'est vrai, ne devait pas véritablement être député pour parler au nom des Sénégalais. S'il n'est pas tueur, vraiment, s'il n'est pas tueur, on ne devait pas ressortir ce dossier aujourd'hui. Soit il le savait que politiquement il fallait, parce que c'était un partisan. C'est la même chose avec Bamba Fall. C'est la même chose avec Khalifa Sall.
combien de fois on a bloqué Khalifa Sall dans sa gestion en tant que maire? Parce que tout simplement, il a des ambitions autres que les ambitions. Vous avez entendu Mbaye dire que si Khalifa Sall veut redevenir maire, il n'a qu'à acheter la carte de l'APR. Et les Dakarois lui ont dit, ici, ce n'est pas l'APR qui décide. Nous allons réélire Khalifa Sall. De la même façon, par rapport aux injustices que subit Khalifa Sall, il peut gagner. Et il a gagné le Haut Conseil des collectivités territoriales, malgré toute la manne financière qu'ils ont déployée pour acheter des conseils municipaux, pour acheter des maires socialistes qui étaient dans le camp de Khalifa Sall. Ils l'ont déstabilisé. Et malgré ça, des honnêtes gens se sont levés pour dire non, on ne nous achète pas. Ils ont donné la majorité à Khalifa. On va vers des législatives. Khalifa n'a pas le droit d'être dans son parti et d'être ambitieux. Khalifa, il est plus âgé que Karim Wade. Il a devancé Karim Wade dans l'arène politique. Il a fait toutes les sphères d'un parti politique. Il a des ambitions. Tanor n'en a plus. Il n'a même pas le droit d'elle parce qu'il va atteindre 72 ans. Et la constitution actuelle avec le référendum les a éliminés avec Moustapha Agnès et autres. Pourtant, le jeune qui reste, qui peut défier Macky Sall, ne doit pas provenir du Parti socialiste. Sinon, c'est la guerre. Aujourd'hui, parce qu'ils ont hué, parce qu'ils ont lancé de l'eau et du sable, ils sont en prison. Même si c'était vrai. Même si c'était vrai. Est-ce qu'ils ont versé du sang? Est-ce qu'ils ont tué avec des balles? C'est des manifestations politiques. Moustapha Cissé Lo, combien de fois il a sorti? Pourquoi on l'appelle El Pistolero? On lui a payé presque 1 milliard. Le député, la fonction de député qu'il avait perdu avec Mbaye Ndiaye. 1 milliard. Il ne le dit pas. Il a raison de dire qu'il a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, en tant que président du Parlement de la CEDEAO, aujourd'hui, il se fait payer combien? Il a besoin. Il a raison de dire qu'il a beaucoup d'argent. Donc voilà ce que fait le régime actuel, qui mérite tout simplement que je sois un peu passionné quand je parle d'eux, que je sois très tendu et que je sois sidéré de voir le comportement des Sénégalais qui ne comprennent pas déjà l'homme et qui vont perdre beaucoup de temps avant de le comprendre et ça va être trop tard parce que vous voyez également. Mais donc voilà, pratiquement nous sommes au terme de cet entretien. Peut-être que tout juste une dernière question. Parce que nous vous connaissons être un fervent défenseur des droits humains et vous avez eu néanmoins à signer par exemple la plateforme pour les droits humains, surtout pour la lutte pour la protection des enfants de la rue. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec cette plateforme? J'ai instruit avant-hier même donc, un courtier pour prendre un local, pour en faire véritablement un siège. J'ai mis en place un comité de défense des droits des enfants, présidé par mon troisième adjoint maire qui est un juriste, un apprenti juriste. Aujourd'hui, j'ai tenu un conseil municipal avec toute la plateforme de la société civile, le SAID, la RADO. J'en profite pour présenter mes condoléances à Aboubakar Mbodj, le réseau Sigil Djigen, ASBEF, bref, toute la société civile qui aujourd'hui mène des combats pour la protection des enfants, contre la pire forme de travail des enfants, contre le viol, l'inceste, contre la violence faite aux femmes également, pour sensibiliser également les gens vers la planification familiale, parce que c'est des droits que les femmes ont pour véritablement espacer leur naissance afin d'être bien portantes, pour pouvoir porter leur santé, éduquer leurs enfants et produire du travail dans le cadre de la société. Ils ont besoin. J'ai été décrété maire champion du Sénégal en matière de santé reproductive parce que j'injecte presque 10 millions dans ces produits de PF, de planification familiale. Voilà, parce que tout simplement, je suis un adepte de ces causes des droits humains. Donc, déjà, nous avons été retenus, présélectionnés dans un appel à projet pour un budget de 50 millions annuels pendant 2 ans, à la suite de Médina déjà, de Bamba Fall et de je crois, Biscuiterie. En tout cas, il y avait 2 communes de la ville de Dakar qui étaient sélectionnées. Aujourd'hui, sur 6 présélectionnés, 2 vont être retenus parce que, tout simplement, on voit les actions que nous menons vers ces causes-là. Pour dire qu'ici à Pikine Nord, tous mes conseils municipaux aujourd'hui veillent comme des sentinelles sur les questions des talibés, sur le trafic, sur l'hébergement des gens véritablement qui font du commerce des enfants, qui font véritablement de la traite même des enfants, en les envoyant mendier
pour venir récolter des recettes. Dans toute la commune, personne ne peut véritablement aujourd'hui le faire sans être dénoncé. Il y a une conseillère municipale, maire Faridje Dia, qui m'a appelé l'autre jour pour me dire, écoutez, elle a vu un Ndiaga Ndiaye rempli d'enfants qui passaient la nuit dans une maison abandonnée. Chaque matin, avant que les gens se lèvent, le Ndiaga Ndiaye vient pour les transporter. Et la nuit, vers 2 h du matin, on les ramène pour les faire passer la nuit là-bas. Ce qui veut dire que n'eût été cette sensibilisation pendant le conseil municipal, n'eût été l'engagement du maire, son verbe, la conviction et la rigueur avec laquelle je compte mener ce combat-là pour mon âme, pour mon esprit et pour Dieu et pour ses enfants innocents, certainement ces conseillers municipaux et ces conseillers municipaux ne seraient pas sensibilisés pour pouvoir attraper ces gens-là. Pour vous dire, tout simplement, moi je suis contre l'injustice de manière globale. C'est pourquoi je soutiens Yaya Jammeh. Je ne soutiens pas Yaya Jammeh parce qu'il est dictateur, parce qu'il est décrit dictateur. Je ne soutiens pas Yaya Jammeh parce qu'il aurait félicité un candidat, parce que sa voix ne compte pas en termes de droit. C'est la commission électorale qui donne des résultats. Il a gagné, ok. Il a le droit en tant que parti politique de rester en justice et de faire des recours. Si la Cour suprême le déboute, après, il quitte. Et c'est en ce moment-là on peut tirer sur lui. Ce n'est pas parce qu'il dit que c'est comme Abdoulaye Wade lorsqu'il disait que je vais faire 2 mandats. Non, 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 maintenant je vais 3. Que vaut sa parole devant la Constitution? C'est les lois qui réglementent. Ce n'est pas la parole d'un président. Ou surtout qu'il est candidat après une élection. Sa parole est une parole d'un candidat. Ce n'est pas le président, c'est le candidat qui félicite l'autre candidat. Et le candidat n'a pas cette institution, n'est pas cette institution et ne représente pas cette institution. Il faut que tout simplement les gens fassent attention parce que nous savons Yaya Jammeh contre les lobbying homosexuels. Nous savons Yaya Jammeh défenseur de l'islam dans son pays. Et là, dans le monde actuel, il y a énormément de réseaux qui combattent ces gens pareils, y compris Abdoulaye Wade. C'est des complots énormes, orchestrés pour combattre ces gens qui véritablement sont dans cette droiture-là. C'est pourquoi moi je le soutiens jusqu'à ce que la justice de son pays, sa Cour suprême, le déboute. En ce moment-là, il n'aura qu'à quitter ou bien la communauté internationale pourra agir. Et voilà, c'est sur ces mots que s'achève notre entretien avec M. Amadou Diarra, qui est maire de Pikine Nord, mais aussi qui est un fervent défenseur aussi des droits humains. Mais quand même, je vais vous donner la parole pour le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je vais le réserver aux populations de Pikine en général, et particulièrement de Pikine Nord, de la commune où je suis maire. Ces gens, ces beaux gens qui, par leur quiétude d'esprit, ont décidé, pendant que j'étais dans l'opposition, de me choisir comme maire et de me porter ce fardeau qui est mon énergie pour œuvrer pour un Pikine Nord prospère. Et cet amour, cette ambition, je ne l'ai pas pour Pikine Nord seulement. Je l'ai pour le Sénégal, je l'ai pour le département de Pikine, mais je l'ai surtout pour l'Afrique. Je ne dis pas Afrique, mon Afrique, mais Afrique, notre Afrique. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Vraiment, nous ne cesserons de remercier M. Amadou Diarra, maire de Pikine Nord, malgré son agenda trop chargé, mais néanmoins, il a pu faire des sacrifices pour nous accorder cette interview. Nous ne serons terminés aussi cet entretien sans pour autant remercier toute l'équipe qui gravite autour de cette émission et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité pour votre émission L'élu du mois. Merci.